Bonjour à tous et bienvenue à la correction de la section 3.4.5. Je suis à la page 359. Alors, numéro 5, dans cette page-ci, on nous demande la valeur minimale de H pour que le chariot parvienne à franchir la bosse. C'est certain que ça l'aide d'avoir le schéma sous les yeux, mais essentiellement, mon point initial sera là où le chariot est dessiné sur le schéma, c'est-à-dire au tout début, là, à une hauteur égale à H majuscule. Et l'instant final, ça va être au-dessus de la bosse. Donc, l'espèce de cercle avec un rayon R, ça, c'est la bosse. Donc, à partir de là, on va utiliser la conservation de l'énergie pour trouver quel doit être le H minimal pour réussir à passer la bosse. Donc, je vais dire KI plus UI plus le travail non conservatif égale à KF plus UF. Bon, dans le cas qui m'intéresse, tous les travaux non conservatifs, c'est-à-dire la normale, ouais, il y a juste la normale en fait, la normale ne fera pas de travail, car l'angle entre la normale et le déplacement, toujours 90 degrés, comme on a vu en classe. Hein? Si mon chariot il est en train de descendre comme ça, le plan incliné, ma normale est comme ça, donc, l'angle entre la normale et le déplacement, c'est 90. Fait que ça fait pas de travail non conservatif. Et il n'y a pas de frottement, donc pas de travail non conservatif de ce côté-là non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon chariot a commencé à une vitesse initiale égale à 0. Comme ça, on va aller chercher vraiment la hauteur minimale. Tu te dis, à cette hauteur-là, le chariot peut partir arrêter, puis il va quand même être capable de passer la bosse. Et je fais aussi l'approximation qu'il n'y aura pas de vitesse finale, donc pas d'énergie cinétique finale. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est qu'encore une fois, je me dis, si le chariot réussit à monter la bosse, puis qu'il arrive en haut de la bosse à une vitesse égale à 0, ben, il aura réussi à monter la bosse, mais ça va me donner une hauteur initiale. Parce que tu te dis après ça, si ma hauteur initiale est plus grande que cette valeur-là, ben on va être capable de franchir la bosse sans problème. Mais si ma hauteur est plus petite que cette hauteur-là, ben je pourrais pas franchir la bosse. OK? Fait que c'est vraiment là d'aller voir le cas limite. Et là, ensuite, ce qu'il me reste à faire, ben, c'est juste de développer UI et UF. Ce sont des énergies potentielles gravitationnelles, donc MGY initial égale à MGY final. Le M de chaque côté peut s'annuler. Le G de chaque côté peut aussi s'annuler. Donc, il me reste Y initial et Y final. Là, on regarde le schéma. Y initial, c'est la hauteur initiale. C'est H majuscule. Égal. Et le Y final, ça va être 2 fois le rayon du cercle. Hein, parce que on serait par rapport au sol à une distance égale au diamètre. Donc, le diamètre, c'est 2 fois le rayon du cercle, 2 fois R majuscule. Et voilà, donc c'est la relation qu'on cherchait. C'est tout, le problème s'arrête là. 3.4.6 maintenant. Alors ici, on a 2 blocs reliés par une corde. On dit qu'ils sont initialement immobiles. Il y a un coefficient de frottement entre les surfaces. Le bloc A est initialement à 20 cm au-dessus du sol. Quel est le module de sa vitesse lorsqu'il touche le sol? Très bien. Alors, on va le faire par conservation d'énergie. Marquez bien qu'on aurait pu le faire avec la dynamique là, qu'on a vue au chapitre 2, avec la somme des forces. On trouve l'accélération, puis bon. Mais ici, on est dans le chapitre 3, donc on va vraiment pratiquer là, la conservation de l'énergie. Alors, K initial plus U initial plus le travail non conservatif égale à K final plus U final. Initialement, les blocs ne se déplacent pas parce qu'on les a lâchés, donc vitesse initiale nulle, donc pas d'énergie cinétique initiale. Un peu plus tard, les blocs vont accélérer, ils vont se déplacer maintenant à une vitesse, puis on cherche la vitesse finale quand le bloc A touche le sol. Donc, quand le bloc A touche le sol, on peut dire que j'ai plus d'énergie potentielle gravitationnelle parce que, en fait, j'aurais dû commencer par ça, là. Je vais faire le schéma. Mon bloc A commence ici, à une certaine hauteur, puis mon bloc B commence ici. OK. L'affaire, c'est que notre axe Y, pour évaluer nos énergies potentielles gravitationnelles, c'est nous qui décidons où est-ce qu'on met l'origine. Fait que pour le bloc A,
je peux décider de prendre un axe Y comme ça, avec le Y égale à 0 vis-à-vis le sol. Le Y initial pour le bloc A, ben, ça serait le 20 cm qui est donné dans l'énoncé, donc 0,2 mètres. Okay? Donc, au point final, c'est quand le bloc A aura touché le sol. Donc, j'aurai plus d'énergie potentielle gravitationnelle. Mais le bloc B, lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ben, étant donné qu'il s'agit d'un objet différent, je peux choisir un axe différent pour le bloc B. Il faut que ce soit un axe Y qui pointe vers le haut, ça, j'ai pas le choix. Mais l'origine, je peux le mettre où je veux. Donc, si je mets l'origine de l'axe Y pour le bloc B vis-à-vis la hauteur de la table, ben, ça veut dire que le bloc B n'aura jamais d'énergie potentielle gravitationnelle. Parce que même après s'être déplacé de 20 cm vers la gauche, pour suivre le bloc A, ben, il va rester à la même hauteur de la table, donc avec un Y égal à 0. Alors, du côté final, c'est pour ça que je pouvais tout simplement enlever tout de suite l'énergie potentielle gravitationnelle finale, parce qu'il n'y en aura plus. Bon, là, le reste, par contre, ça va être présent. Tout d'abord, on va y aller un par un, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Là. Donc, l'énergie potentielle gravitationnelle initiale. Il y a juste le bloc A qui en a, parce que comme vous pouvez voir, selon mon système d'axe, on est à une hauteur initiale de 0,2. Fait que, on va l'écrire avec les indices, parce que, c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, masse du bloc A fois G fois le Y initial du bloc A là, qui vaut 0,2 cm. OK, ça c'est mon UI. J'ai pas besoin d'inclure l'énergie potentielle gravitationnelle du bloc B pour la même raison que tantôt. On est toujours pour le bloc B vis-à-vis à une hauteur égale à 0. OK, très bien. Maintenant, travail non conservatif. Là, c'est ici qu'il faut qu'on... Il y a plusieurs choses qui vont se passer ici. OK. Tout d'abord, si on regarde la corde, ça fait des forces de tension. Par définition, les forces de tension sont des forces non conservatives. Donc, on aurait peut-être tendance à l'insérer dans la somme des forces, dans la somme des travaux non conservatifs. Mais non, il ne faut pas le faire ici parce qu'il s'agit d'un système et que si on regarde l'énergie totale du système, la corde fait partie d'une force interne au système. Donc, la seule chose qu'elle va faire, la corde, c'est qu'elle va prendre de l'énergie qui est dans le bloc A et elle va en donner au bloc B pour s'assurer que le bloc B soit capable de suivre. C'est ça que ça fait la corde à l'intérieur d'un système. Donc, avec ça en tête, tu te dis, OK, la corde va prendre l'énergie du bloc A, donc le bloc A tout seul va perdre l'énergie, puis elle va donner cette énergie-là au bloc B. Fait que le bloc B tout seul va gagner de l'énergie. Individuellement, c'est vrai que leur énergie change. Mais quand on regarde le système, les deux blocs ensemble, l'énergie totale est conservée. Du moins, du point de vue de la tension dans la corde. Okay? La corde ne va pas dissiper de l'énergie à elle seule du système. Donc, le travail, je vais l'écrire là, mais le travail fait par la tension, c'est 0, puis je vais juste écrire car c'est une force interne. Puis les forces internes ne peuvent pas modifier l'énergie totale d'un système. OK. Ça, c'est la première chose importante à dire. L'autre chose, on l'a déjà vu précédemment, la force normale, mettons que je regarde mon bloc B, là, la force normale est verticale, vers le haut, et mon déplacement, ben, il est vers la gauche, comme ça. Fait que si je regarde l'angle entre la normale et le déplacement, ben, c'est 90. Fait que le travail... Donc, je l'écris ça aussi pour que ce soit clair. Le travail fait par la force normale, c'est 0, mais pour une raison différente, c'est parce que l'angle θ égale à 90 degrés. Bon, voilà. Fait que, bonne nouvelle, lui aussi, j'ai pas besoin de le calculer. Sur le bloc A, là, si vous regardez le schéma, le bloc A, il est comme collé au mur, chose qui n'est pas apparente sur mon dessin à moi. Il faut vraiment avoir le schéma du livre sous les yeux. Là. Il est collé au mur. Sauf qu'il subit quand même pas de force normale, parce que pour subir une force normale, ça prendrait quelque chose qui le force à se coller au mur. Autrement dit, il faudrait qu'il y ait un angle dans la corde. Quand la corde est verticale comme ça, il ne peut pas subir de normal, parce que si mon bloc A était comme ceci, puis qu'on dit, OK, il subit une normale comme ça, ben d'accord? Mais s'il subit juste une normale comme ça, comment ça se fait que mon bloc il se déplace pas vers la gauche?
Vous comprenez? S'il y a juste une force vers la gauche, puis il n'y a rien pour annuler cette normale-là, mon bloc A se déplacerait, il subirait une accélération vers la gauche. Ce qui n'est pas le cas ici, ça ne fait pas de sens. Donc, la réalité, c'est que la normale entre le bloc A et le mur, ben, elle est négligeable. On peut dire que c'est 0. Donc, il n'y en a pas. Bon, donc là, il reste un travail non conservatif qui, lui, ne sera pas égal à 0. Et là, je parle du travail fait par la force de frottement cinétique. Parce qu'on nous dit dans l'énoncé que les blocs se déplacent, mais il y a juste le bloc B qui va subir du frottement. Parce que si le bloc A ne subit pas de normal, ben il ne subira pas non plus de frottement. Juste le bloc B qui subit le frottement. OK. Le frottement, il est cinétique et il s'oppose au déplacement vers la gauche. Donc, c'est un frottement qui est vers la droite. Et donc, l'angle entre le déplacement et le frottement, c'est 180 degrés. Donc, ce n'est pas 90, donc ça va valoir quelque chose. Il faudra le calculer. Et du côté droit de l'équation, on a l'énergie cinétique finale. Et là, on fait attention parce qu'au point final, quand le bloc A aura touché le sol, là, les deux blocs vont être en train de se déplacer. On aura à la fois le bloc A qui va être en train de se déplacer vers le bas et à la fois le bloc B qui va se déplacer vers la gauche. Tous les deux avec la même vitesse, mais donc on a deux énergies cinétiques finales à calculer ici. Là. On a l'énergie cinétique finale du bloc A, donc ça va être 1/2 masse du bloc A fois vitesse finale au carré, qui va être la même que celle du bloc B là, pour la vitesse, fait que je ne vais pas mettre d'indice pour VFA. Là. Et on ajoute à ça 1/2 masse du bloc B fois vitesse finale au carré. Les deux auront la même vitesse, fait que dans le fond, on va pouvoir mettre en évidence là, 1/2 fois VF carré. Là, donc, bon, voilà. On fera ça tantôt. Alors, développons. Masse du bloc A. Du là, c'est 2 kg. 2 fois G qui vaut 9,8, fois Y initial, qui est le 20 cm, selon mon schéma. Plus, là, j'ai le travail du frottement cinétique à évaluer. Je vais faire un petit détour ici, juste pour vous rappeler là, comment on calcule le travail fait par une force. Dans ce cas-ci, c'est le frottement cinétique qui m'intéresse, là. Mais il faut prendre la grandeur de la force, fois la grandeur du déplacement, fois cos de l'angle entre la force et le déplacement. OK? Et donc, dans notre cas, on vient de le faire. L'angle entre le déplacement et le frottement, c'est 180 degrés. Donc, c'est ça qu'il faut que je calcule dans mon travail fait par le frottement. Donc, la force de frottement, c'est mu cinétique fois la normale, que je devrais aller évaluer. Mais je vais être un peu plus précis. Je vais mettre la normale de B, hein, parce que c'est B qu'on regarde là, en ce moment. Puis le bloc A n'a pas de normale de toute façon. Donc, mu cinétique fois la normale, ça c'est la force. Ensuite, on multiplie à ça le déplacement, ou plutôt la grandeur du déplacement, fois cos de l'angle entre les deux qui était de 180 degrés qu'on avait dit. Bon, voilà pour mon côté gauche. Pour mon côté droit, je vais mettre en évidence, comme j'avais dit, le 1/2 VF carré. J'ouvre la parenthèse, donc il me reste MA plus MB. Oui, bon, ça fait du sens. Dans le fond, MA plus MB, c'est la masse totale du système. Donc, c'est l'énergie cinétique avec la masse totale du système. J'aurais pu le faire dès le début, comprimer tout ça ensemble, puis dire, mon énergie cinétique finale, c'est 1/2 la masse totale fois VF carré. Ça revient au même. Comme vous pouvez voir, là, on l'a fait comme ça, là, mais c'est la même chose. OK. Dans cette nouvelle ligne-là, est-ce que j'ai des inconnus? Oui, j'en ai un. Il s'agit de la normale sur le bloc B. Le reste, je le connais. Je connais mu C, c'est donné dans l'énoncé. Je connais le déplacement S. Ça va être 20 cm, hein, parce que mon déplacement correspond à la distance que le bloc A peut descendre. Donc, c'est 20 cm, ça là. Je cherche la vitesse finale, c'est mon inconnu. Puis les masses, je les connais. Fait que il y a juste la normale, dans le fond, qui me pose problème. Ici, pour aller évaluer la normale sur le bloc B, on fait comme on faisait au chapitre 2 avec la dynamique. Il faut qu'on l'évalue avec une somme des forces en Y. Donc, si je regarde mon bloc B, il subit deux forces en Y. Normale vers le haut et force gravitationnelle vers le bas. C'est tout. Donc, ça va être très simple. On s'entend, je n'ai pas d'accélération en Y. Si j'en ai une, elle va être en X seulement, pas en Y. Donc, normale moins mg égale à 0. Donc, on est dans la situation où la normale est égale à mg. Mais là, ça, c'est pour le bloc B. Fait que je vais mettre des indices juste pour pas qu'on se mêle.
OK. Alors, je réécris ma ligne. 2 fois 9.8 fois 0.2 plus coefficient du frottement qui est 0,1 fois la normale qui est la masse du bloc B fois G. Masse du bloc B, c'est 3. G, c'est 9.8. Mon déplacement S, c'est 20 cm qu'on met en mètres. Cos de 180, ça donne moins 1. Égal. Une demi. Vitesse finale au carré qui est mon inconnu. Masse totale, c'est MA plus MB, donc c'est 2 plus 3. Voilà. Là, j'ai mon équation avec tous mes chiffres et mon inconnu qui est VF, ici. On isole VF, ça, je vous laisse le faire. Si c'est fait correctement, vous devriez trouver la réponse de 1,15 mètres par seconde. Et c'est ma réponse. On enchaîne ensuite avec le numéro 7 à la page suivante, page 360. « 3.4.7. Un ressort idéal vertical est fixé au sol. Sa longueur naturelle est de 20 cm. On lâche une balle de 0.4 à 40 cm au-dessus du sol. La balle produit une compression maximale du ressort de 5 cm. Quelle est la constante de rappel du ressort? Très bien. Ce sera encore un problème de conservation d'énergie, mais tout d'abord, je vais juste définir c'est quoi mon point initial et c'est quoi mon point final sur le schéma. Donc, je me fais un axe Y. Je vais mettre mon Y égale à 0 vis-à-vis le sol. Attendez, c'est-tu vrai? C'est ça que j'ai fait dans mon... Oui, c'est ça que j'ai fait dans mon corrigé, fait que c'est correct. Oui, on va le faire comme ça. Remarquez bien que j'aurais pas été obligé de le mettre là, mon 0, mais il faut juste faire un choix. Choisissez où vous mettez votre 0, puis vous allez devoir appliquer votre conservation d'énergie en fonction de ce choix-là. Fait que je voulais juste m'assurer d'avoir pris le même choix que celui dans mon corrigé. Donc, le 0, c'est le sol. Mon point initial, ça va être à 40 cm. Ça va être mon Y initial. Quand la balle commence, là, elle est en haut comme ça et elle ne touche pas encore au ressort. Là, évidemment, quand on lâche la balle, ben, elle va se mettre à tomber avec une certaine vitesse parce qu'elle a une accélération. Elle va toucher le ressort à une hauteur de 20 cm. Ça, pour ça, vous le voyez dans le schéma, là. Mais quand elle va toucher le ressort, elle aura une vitesse à cet instant-là. Donc, elle va comprimer le ressort, fait qu'elle ne s'arrêtera pas à une hauteur de 20 cm. Elle va continuer à se déplacer un peu vers le bas, mais en ralentissant, parce que le ressort va se comprimer. Et elle va s'arrêter lorsque la compression sera maximale. On dit dans l'énoncé que la compression maximale du ressort est de 5 cm. Ça veut dire, regardez votre schéma. Vous avez un ressort de 20 cm et on le comprime de 5 cm. Donc, la balle va s'arrêter quelque part ici, avec un ressort complètement comprimé à une hauteur de 15 cm. Comment j'ai fait? Ben, j'ai pris mon 20 cm puis je l'ai comprimé de 5 cm. Donc, je suis à une hauteur par rapport au sol de 15 cm. Voilà, ça, il fallait bien comprendre ça. Fait qu'à partir de là, ben ça c'est mon instant initial, ça c'est mon instant final. Je sais que j'ai pas de vitesse initiale ici parce que j'ai lâché la balle. Et je sais que j'ai pas de vitesse finale ici parce que à la compression maximale, c'est le point où le ressort a réussi à immobiliser la balle pendant une fraction de seconde. Voilà. Fait qu'à partir de ça, ben, conservation de l'énergie. K initial plus U initial plus le travail non conservatif égale KF plus UF. J'ai pas de vitesse initiale, donc j'ai pas de KI. Même chose pour KF. J'en ai pas. J'ai pas non plus de travail non conservatif. Parce que si je regarde les forces qui vont être en jeu dans ce problème-ci, c'est la gravité sur la balle et la force de rappel du ressort. Ces deux forces-là sont des forces conservatives. Donc, il n'y a rien dans force non conservative. OK. Du côté initial, par contre. Du côté initial, j'ai une énergie potentielle gravitationnelle parce que ma balle a une hauteur. Fait que je vais dire j'ai un mgy initial. Mais on s'entend qu'au début, au point initial, ma balle ne touche pas au ressort. Donc, je n'ai pas d'énergie potentielle élastique. Le 1/2 KE carré, là, j'en ai pas. Égal. Là, du côté final, là, il faut faire attention. Ça, je sais par expérience qu'on va souvent oublier quelque chose.
Au point final, mon ressort est comprimé et ma balle a une hauteur. Donc, j'aurai les deux types d'énergie potentielle dans mon UF. J'aurai le MGY final, qui est dû au fait que j'ai encore une hauteur, 15 cm. Mais j'aurai aussi l'énergie potentielle élastique, qui est 1/2 KEF carré, parce que j'ai une compression. Donc, il y a de l'énergie potentielle élastique qui est accumulée dans la compression du ressort. Voilà. Donc ça, fallait y penser, j'ai les deux termes dans mon UF ici. Là. OK, très bien. Ben, rendu là, je peux remplacer mes valeurs. Je regarde rapidement, il n'y a rien qui s'annule. Fait que je ne peux pas simplifier mathématiquement, il n'y a rien qui s'annule. Alors, j'ai une masse de 0,4. G, c'est 9,8. Ma hauteur initiale, c'est 40 cm qu'on met en mètres. Masse de 0,4. G, c'est 9,8. Hauteur finale, c'est 15 cm qu'on avait dit. Plus 1/2. Constante de rappel, c'est mon inconnu. C'est ça qu'on cherche à déterminer. On va effacer ça, là, c'est un peu dans le chemin. Fois l'étirement final. C'est 5 cm l'étirement final. Ne confondez pas la hauteur avec la compression ou l'étirement final. Hein. On dit dans l'énoncé qu'on a comprimé de 5 cm. Donc, c'est mon EF, ça là. Bon, techniquement, quand c'est une compression, c'est un étirement négatif. Voilà. Mais moi, j'ai le réflexe de ne pas mettre les négatifs dans l'étirement parce que de toute façon, il est élevé au carré. Donc, étant donné qu'un négatif est élevé au carré, redevient positif, ben, ne me rallonge pas la vie en rajoutant des négatifs parce que la réalité, c'est que ça ne change rien. OK? Fait que voilà, c'est mon équation. On isole la constante de rappel K et ça me donne 784 newtons par mètre. Et voilà. Ce qui m'amène au numéro 9. OK, numéro 9. On a un chariot qui part à une hauteur initiale H et qui s'apprête à faire une boucle, là, comme vous pouvez voir sur le schéma. On néglige ici le frottement parce que le chariot est sur des roulettes. Force de frottement sont négligeables. C'est bon, je voulais juste m'en assurer, mais oui, effectivement, on néglige le frottement. Donc, première question, déterminer les modules de la vitesse du chariot et de la force normale. Donc là, on a deux choses à déterminer à trois endroits. Au point A, au point B et au point C. C'est ça. Ouais, il va falloir faire les trois. OK, très bien. Fait que, on va commencer par trouver la réponse au point A. Donc, faire un schéma bien vite, là, juste pour montrer c'est quoi mon point initial, c'est quoi mon point final. Donc, pour le faire au point A, ben, je vais dire que mon point initial, c'est quand mon chariot il est ici, en haut, à une hauteur égale à H. Ça, c'est une hauteur H. Et mon point A, ben, il est ici, là, au plat, là, on est rendu horizontal. Là. Mon schéma à moi, il n'est pas très horizontal parce que c'est fait à la main levée, là. Mais bon, vous avez compris. Et mon axe Y, ben, je vais décider de prendre le Y égale à 0 vis-à-vis de ça. Ça, on a toujours le choix, fait que c'est moi qui décide. Voilà. Donc, point initial, point final, c'est fait. J'écris ma conservation d'énergie. KI plus UI plus le travail non conservatif égale à KF plus UF. La seule force non conservative qui est présente dans ce problème-ci, c'est la normale. Mais comme on a vu depuis tantôt, la normale ne fait pas de travail non conservatif dans ce cas-ci parce que l'angle entre la force et le déplacement, c'est toujours 90. Regardez ici, j'ai une normale comme ça, puis mon déplacement, il est comme ça. L'angle entre les deux, 90. Fait que j'ai pas besoin de le mettre. C'est ça la réalité. Puis ça va être vrai pour n'importe quel point situé sur la descente. Voilà. OK. On dit, juste m'en assurer, on dit qu'on a lâché le chariot. Oui, très bien. Donc, quand on lâche un chariot, ça veut dire qu'il n'a pas de vitesse initiale. Donc, pas d'énergie cinétique initiale. Et au point A, il y a UF qui va valoir 0 parce que rendu au point A ici, là, ben, je suis à une hauteur Y égale à 0. Fait que j'ai plus d'énergie potentielle gravitationnelle. Fait que ce qui me reste, c'est UI qui est égal à MGY initiale et KF qui est 1/2 M vitesse finale au carré.
OK? Les M s'annulent de chaque côté parce que c'est présent des deux côtés. Donc, il me reste 9,8 fois Y initial. Dans mon énoncé, c'est donné. Là. La hauteur H, c'est 80 cm. Qu'on met en mètres. 0,8, bien important. 1/2 fois vitesse finale au carré. Donc, ça me permet de trouver la vitesse finale. Je vais mettre l'indice A là, pour dire que c'est la vitesse quand le chariot arrive au point A. On trouve 3,958 mètres par seconde. Bon, j'ai gardé beaucoup plus de décimales que nécessaire, mais c'est pas grave. OK, fait que là, je rappelle que la question, c'est à la fois de trouver la vitesse du chariot, ce qu'on vient de faire, mais il faut aussi trouver la normale. Bon, au point A, quelles sont mes forces? Force gravitationnelle, force normale. Toutes les deux sont verticales parce que le plancher en A est horizontal. Donc, si je fais ma somme des forces en Y, c'est égal à masse fois accélération en Y. Pas d'accélération verticale, j'en ai une, mais seulement horizontale. Donc, G normal moins masse fois G égale à 0. Donc, on est dans la situation où est-ce qu'on a une normale qui est égale à mg. La masse de mon chariot, c'est 0,5 fois 9,8. Donc, la normale au point A, je vais l'écrire juste pour que ce soit 100% clair. La normale au point A va donc me donner 4,9 Newton. Voilà. C'est fait pour mon point A. Maintenant, on va aller faire l'équivalent de tout ça, mais au point B. Et là, juste pour qu'on soit clair, quand je vais écrire ma conservation d'énergie, comme ça, là, KI plus UI plus travail non conservatif égale à KF plus UF, je vais seulement changer mon point final. Mon côté initial, ça va toujours être le point de départ ici, là, à une hauteur initiale H majuscule. Fait que je repars toujours avec mon même point initial, je vais juste changer mon point final pour le faire correspondre au point où je cherche là, la vitesse finale. Fait que dans ce cas-ci, on est rendu au point B. Fait que mon point final, ça va être, si vous regardez le schéma, là où est situé le point B. OK? Donc, du côté initial, ben, il n'y a rien qui change. Hein? C'est la même chose que ce que j'ai fait au point A parce que je pars encore à la hauteur initiale H. J'ai pas non plus de travail non conservatif pour la même raison. La normale est toujours perpendiculaire au déplacement. Bon, là, on est rendu au point B. Donc, au point B, si vous regardez le schéma, nous avons une vitesse, parce que c'est ça qu'on cherche. Du moins, on suppose qu'on a une vitesse. Et on a une hauteur, parce que le point B il est un peu en l'air, là. Donc, on a une énergie potentielle gravitationnelle. Fait qu'il n'y a rien d'autre que je peux annuler ici. Fait que je peux développer mg y initial égale 1/2 m vitesse finale carrée. Ça, c'est au point B. Plus mg y finale. La masse est présente dans chaque terme, donc je divise par la masse, ça s'annule. Donc, il me reste 9,8 fois Y initial qui n'a pas changé, c'est encore le point 8. 1/2 fois vitesse finale au point B, plus 9,8 fois Y finale. Bon, là, il faut regarder le schéma. Mais si vous regardez le schéma, je pense que vous devriez être en mesure de comprendre que la hauteur du chariot au point B, c'est égal à une fois le rayon. Hein, parce qu'on est vis-à-vis le centre du cercle. Si je suis vis-à-vis le centre du cercle, je suis à une hauteur égale au rayon par rapport au sol. Donc, le rayon de ma boucle, c'est 25 cm. Donc, quand on la met en mètres, c'est 0,25. Voilà. Donc, ça me permet de trouver la vitesse finale au point B. Si on le fait correctement, on devrait trouver 3,283 mètres par seconde. OK, ça c'est pour la vitesse finale. Maintenant, pour ce qui est de la normale, parce qu'on n'oublie pas qu'il faut trouver la normale. Là, c'est un peu plus compliqué. Je vais faire un schéma, là. Le point B est ici. OK? Quelles sont les forces qui agissent sur le chariot au point B? On a bien entendu la force gravitationnelle dans cette direction-là. Mais on a aussi une force normale qui maintenant est rendue horizontale, parce qu'on est à ce point-là, on est sur un bout de chemin qui est vertical. Oups. OK.
Donc là, on est en train de faire une trajectoire circulaire. On est dans une boucle. Dans une trajectoire circulaire, on l'a vu à la fin du chapitre 2, il faut qu'on prenne un axe R' qui pointe vers le centre de ma trajectoire. Donc, je prends un axe R' qui est confondu avec ma normale. Je ne l'ai pas dessiné confondu, mais on s'imagine que c'est confondu. Là. Les deux pointent exactement dans la même direction. Donc, si je veux trouver ma normale, il ne faut pas que je fasse une somme des forces en Y dans ce cas-ci. Il faut que je fasse une somme des forces en R' dans la direction qui pointe vers le centre. Okay? Et on sait que quand on fait une somme des forces dans cette direction-là, ben, l'accélération, il y en a une, et c'est une accélération qui est centripète, qui est une accélération qui pointe vers le centre. Okay? Donc, ma seule force centripète ici, c'est la normale. Et mon accélération centripète, c'est V carré sur R. Okay? Et la vitesse que je dois prendre là, ben, vous aurez compris que c'est la vitesse finale au point B que je viens de trouver là, dans mes démarches précédentes. Donc, ma normale est égale à la masse du chariot, 0,5, fois la vitesse de 3,283 élevée au carré, divisé par le rayon de la trajectoire qui est 0,25. Voilà, c'est comme ça qu'on évalue la normale au point B. On fait le calcul et on trouve 21,6 newtons. Voilà. Maintenant, point C. Même chose. KI plus UI plus travail non conservatif égale à KF plus UF. J'ai pas de KI, j'ai pas de travail non conservatif pour les mêmes raisons. Au point C, j'ai une hauteur et on suppose que j'ai encore une vitesse. Ben, du moins, c'est ce qu'on cherche. Fait qu'on ne peut pas supposer que c'est 0. Alors, on développe. mg y initiale égale 1/2 masse fois vitesse finale au point C carré plus mg y finale. Même chose. Les masses s'annulent. Il me reste 9,8 fois 0,8. Vous voyez, là, ça n'a pas changé. 1/2 fois vitesse finale au point C plus 9,8 fois... Ah, là, la hauteur finale. Quand on est au point C, là, sur le schéma, vous voyez, là, on est en haut du cercle. On est en haut de la boucle. Donc, c'est quoi la distance entre le point C et le sol? C'est tout ça. Ça, c'est le diamètre de la boucle. Autrement dit, c'est 2 fois mon rayon de 0,25. Okay? Donc, rendu là, on isole. Mon seul inconnu qui me reste, c'est la vitesse au point C. On fait ça, on trouve 2,425 mètres par seconde. Ensuite, on veut trouver la normale. Ben là, encore une fois, je vais aller faire le schéma. On est ici au point C. On a une normale qui pointe vers le bas parce qu'on est comme appuyé au plafond, si vous voulez. Et on a aussi une force gravitationnelle qui nous attire vers le bas. Hein? La gravité, elle ne disparaît pas parce qu'on a la tête à l'envers. Là. Donc, voilà. Nos deux forces pointent vers le bas dans ce cas-ci. Et mon axe R', parce que je suis encore dans une trajectoire circulaire, mon axe R' pointe elle aussi vers le bas, confondu avec la force normale et la force gravitationnelle. Donc, si je veux trouver ma normale, bien important, ce n'est pas une force en Y, c'est une force en R' qu'on doit faire. Somme des forces en R' égale à mv carré sur R, parce qu'encore une fois, c'est une accélération centripète. Et la vitesse qu'on va prendre, c'est évidemment la vitesse finale au point C. Voilà. Là, les deux forces que j'ai dans ma direction R' vont s'additionner. Les deux sont positives parce que si vous regardez mon schéma, les deux pointent vers le bas, dans le même sens que mon axe R'. Donc, c'est la normale plus mg égale mv carré sur R. Voilà. Puis là, je peux remplacer mes chiffres. Normale plus 0,5 fois 9,8 égale 0,5 fois 2,425 à la 2 divisé par le rayon de la trajectoire qui est 0,25. Ça n'a pas changé. Donc, de cette équation-là, on isole la normale et vous devriez trouver 6,86 newtons. Voilà. Ce qui nous amène au numéro 10. Numéro 10 qui est encore un problème là, qui utilise le schéma du 3.4.9. Là, la question, c'est quelle doit être la valeur minimale de H? H, on se souvient que c'est ma hauteur initiale de départ là, sur le schéma.
Quelle doit être la valeur minimale de H pour que le chariot demeure en contact avec la piste au point C? OK, très bien. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre schéma des forces que j'ai fait ici au point C. Je vais reprendre la somme des forces en R', mais je vais amener une petite différence, une petite modification. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ma normale, c'est égal à 0. Pourquoi je fais ça? En disant que la normale est égale à 0, c'est comme si je dis que je vais décoller de la piste quand je suis rendu en haut, au point C. Hein, parce que pensez-y, si je dis que ma normale devient égale à 0, ben c'est comme si je ne touche plus à la piste. Parce que si je touchais à la piste, j'aurais nécessairement une normale. Donc, si je mets normale égale à 0, ça correspond à un moment où je vais décoller de la piste. En faisant ça, regardez, on va le faire là. En faisant ça, je vais trouver une vitesse qui correspond à la vitesse minimale pour que je puisse passer la boucle. OK? Fait que là, on fait la même chose. N plus mg égale à m vitesse minimale carré sur r. Pourquoi ça correspond à la vitesse minimale? Ben, c'est de dire que si... Là, je vais trouver une vitesse là, en faisant mon calcul. Mais après ça, on comprend que si ma vitesse est plus grande que la vitesse minimale que j'ai trouvée, ben, ça veut dire que je ne décollerai pas de la piste et que j'aurai une normale. Et à l'inverse, si j'ai une vitesse qui est plus petite que ma vitesse minimale, ben, ça correspond à un moment où je vais décoller de la piste avant de me rendre au point C. Fait que vous comprenez pourquoi j'ai fait ça, là. En faisant ça, la vitesse que je trouve, c'est bel et bien la vitesse minimale qui est nécessaire pour que je sois capable de me rendre au point C. OK? Donc, 0 plus mg égale à m vitesse minimale à la 2 sur r. Les masses s'annulent. Fait que, très bien. Il me reste 9,8 égale vitesse minimale divisé par le rayon de 0,25. On isole vitesse minimale ici. Donc, je sais que ma vitesse minimale au point C doit être de 1,565 mètres par seconde. Ça veut dire qu'au point C, je dois avoir au moins cette vitesse-là pour rester collé. Mais ça, c'est pas ma réponse, parce que je vous rappelle que ce qu'on cherche, c'est la hauteur initiale de départ sur la pente, là, pour que j'ai cette vitesse minimale-là rendue au point C. C'est ça qu'on cherche. Fait que, il me reste une dernière étape à faire. C'est la conservation d'énergie. KI plus UI plus le travail non conservatif est égal à KF plus UF. Mon côté initial, encore une fois, j'ai pas de vitesse initiale. C'est la même situation. C'est juste que là, j'ai une hauteur initiale que je connais plus. Ça va être ça mon inconnu dans mon équation. Pas de travail non conservatif parce que ma normale est perpendiculaire au déplacement, vous aurez compris. Puis du côté final, j'ai une vitesse et j'ai une hauteur à la fois. Alors, mgy initiale égale 1/2 m vitesse minimale au carré. Hein, là, j'insère la vitesse minimale que j'ai trouvée juste avant. C'est à ça que ça servait, là. OK, je veux la réutiliser. Plus mgy finale. Y finale, c'est la hauteur au point C. J'ai une masse partout que je peux annuler. Donc, il me reste 9,8 fois la hauteur initiale. C'est le H majuscule que je cherche. C'est lui mon inconnu. 1/2 fois la vitesse minimale de 1,565 à la 2, plus 9,8 fois la hauteur finale. Là, on rappelle qu'on est au point C. Au point C, je suis à une hauteur égale au diamètre du cercle, ou 2 fois le rayon de 0,25. Voilà. Donc, vous voyez que mon inconnu, c'est le H majuscule. C'est ce que je cherche. Je l'isole et on devrait trouver 62,5 cm. C'est ma réponse. OK, numéro 12. Numéro 12, on a un pendule. Je vais
faire un gros schéma du pendule parce qu'il n'y en a pas pour ce problème-là dans l'énoncé. Donc ça, c'est mon plafond. Puis là, on dit qu'on crée un pendule avec une corde de 0,5 mètres et qu'on va... On va le laisser aller. Hein? Donc, on lui donne une certaine inclinaison initiale, puis on le laisse aller. Donc, on s'entend que quand on laisse aller un pendule, ben, il va se mettre à accélérer dans cette direction-là. Okay? Puis, on nous dit dans l'énoncé que quand il passe au point le plus bas de sa trajectoire, je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'au point le plus bas de la trajectoire, c'est quand mon pendule est complètement vertical. Quand on est au point le plus bas de la trajectoire, on a une vitesse de 1,5 mètres par seconde. On cherche l'inclinaison de la corde par rapport à la verticale quand elle est à sa hauteur maximale. Sa hauteur maximale, ben, c'est le premier point que je vous ai dessiné, là. Celui-là, là. Ici, on serait comme à sa hauteur maximale, donc on chercherait l'inclinaison par rapport à la verticale, c'est ça, c'est le θ qui est là qu'on cherche en fait. Okay? Mais ce qu'on sait, c'est que quand mon pendule est incliné au maximum, ça correspond à un moment où je n'ai pas de vitesse. Parce que mon pendule, c'est comme arrêté momentanément là, avant de recommencer à tomber. Okay? Donc, ça va être encore une fois un problème de conservation d'énergie. Je vais dire, puis là, ça, on a toujours le choix de faire ça, mais je vais dire que mon point initial, c'est quand mon pendule est en bas complètement, puis mon point final, c'est quand mon pendule est en haut. Ben, du moins, dans la position la plus inclinée. J'ai aussi besoin, ça, on n'oublie jamais ça, j'ai besoin d'un axe Y qui pointe vers le haut. Faire correctement, là. Voilà. Je vais prendre mon origine Y égale à 0 vis-à-vis la vitesse initiale. Donc ça va être mon Y initial, 0. Et ma hauteur finale qui est là, ben, je ne la connais pas. Sauf qu'il y a une façon pour trouver ce Y final. Je vais juste écrire Y final pour le moment. Là. Il y a une façon qu'on peut transformer ce Y final-là en fonction de la longueur de la corde et de l'angle θ. OK? Puis je pense que la difficulté de tout le problème du pendule, il est là. C'est de bien définir c'est quoi la hauteur finale du pendule là, quand on est incliné. OK? Regardez bien ça. La longueur de la corde, c'est 0,5. Fait que quand mon pendule est incliné, je sais que ça, là, ce que je viens de décrire, la longueur de ma corde ici, c'est 0,5. Jusque-là, je pense que tout est clair. Moi, je veux la hauteur Y finale. Donc, il faudrait que je trouve une façon là, de juste trouver cette distance-là. OK? C'est ça que je veux. Pour trouver cette distance-là, ça serait bien pratique de se faire un triangle, puis d'isoler puis d'utiliser de la trigonométrie pour isoler ce que je cherche. OK? Puis là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais utiliser de la couleur. OK? Je vais faire un truc en rouge, là. Je sais que de là à là, ça serait comme la hauteur de mon triangle qui serait faite avec la base du triangle, ça serait ça. Je la fais en bleu. Ça, c'est la base du triangle. OK? Donc là, voyez-vous, je viens de faire un triangle. J'ai ma hauteur en rouge, j'ai ma base en bleu, puis j'ai mon hypoténuse en noir qui vaut 0,5. OK? Bon. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que la hauteur de mon triangle, celle qui est en rouge, c'est 0,5 fois cos de θ. Bon, je sais que vous ne me répondrez pas, on n'est pas live en classe, mais le côté rouge, il est adjacent à l'angle θ. Donc, pour le trouver, il faudrait que je prenne mon hypoténuse, 0,5, je fasse fois cos de θ. Ça, c'est mon côté en rouge. Moi, je veux mon accolade... Oups, excusez. Je vais le faire en vert. Moi, je veux cette distance-là en vert. Mais cette distance-là en vert, on peut la trouver maintenant. Parce que je sais que la longueur de ma corde, donc autrement dit, de là, du plafond jusqu'à là, ça aussi, c'est égal à la longueur de ma corde. Ça, c'est égal à 0,5. Donc, ma distance en vert,
Maintenant, je peux la calculer. C'est 0,5 moins ma distance en rouge. Donc, j'ai pris ma distance en noir, je soustrais à ça la distance en rouge, il va me rester ma distance en vert en bas. OK? Donc, c'est 0,5 moins 0,5 cos de θ. Et ça, c'est mon Y final que j'avais écrit ici. Je vais mettre en évidence le 0,5, donc c'est 1 moins cos θ. Voilà. Comme ça qu'on fait. OK? Un coup que vous l'avez vu, ben vous serez capable de le refaire par vous-même parce que nécessairement, ça va revenir dans les exercices et possiblement dans les examens. OK? Très bien. À partir de là, on peut appliquer enfin notre conservation d'énergie. K initial plus U initial plus le travail non conservatif égale K final plus U final. OK. Au point initial, j'ai pas de hauteur, donc j'ai pas de U initial. Au point final, j'ai pas de vitesse, donc j'ai pas de K final. Est-ce que j'ai un travail non conservatif? Ben, les forces qui sont en jeu dans un pendule, il y en a deux. C'est la force gravitationnelle et la tension. Donc, techniquement, la tension est une force non conservative. Fait qu'il y aurait un travail fait par la tension. Sauf que, zoomer ici, la tension dans la corde, elle pointe dans cette direction-là. Le déplacement de mon pendule est toujours perpendiculaire au rayon. Donc, ça veut dire que quand mon pendule est incliné, son déplacement, il fait un petit déplacement dans cette direction-là. Donc, l'angle entre la force de tension et mon déplacement, c'est 90. Alors, oui, la tension est une force non conservative, mais elle ne fait pas de travail parce que l'angle entre la force et le déplacement, c'est 90. Et ça va être vrai à n'importe quel endroit. Si on regarde quand mon pendule est vertical, ben là, maintenant, ma force de tension, elle est rendue verticale. Et mon déplacement, ou du moins un petit bout de déplacement, dans ce cas-ci, il est horizontal, il est vers la gauche. Donc l'angle entre les deux, c'est encore 90. Fait que bien que j'ai une force de tension, je n'ai pas de travail non conservatif, car l'angle entre tension et le déplacement, c'est égal à 90 degrés. Voilà. OK, fait qu'il me reste une demi masse fois vitesse initiale au carré égale mgy final. J'enlève les masses. Il me reste une demi fois 1,5 à la 2 égale 9,8 fois y final qui est 2,5 fois 1 moins cos θ. On isole θ. Et ça nous donne la réponse. Assurez-vous que votre calculatrice est en degrés quand vous faites ça. Ça devrait donner 39,6 degrés. Voilà. Numéro 13. Numéro 13, on réutilise encore une fois le pendule que je viens de vous montrer, mais là, on veut aller trouver la tension dans la corde quand l'angle avec la verticale, notre angle θ, là, autrement dit, quand notre angle est nul pour le A. OK. Quand notre angle est nul, ça veut dire que ça correspond au cas où mon pendule est totalement vertical. Vous voyez mon θ là, il vaut 0 quand mon pendule est vertical. Donc, quand le pendule est vertical, je vais dessiner la force qui agit sur la bille. Ben, j'ai la tension dans la corde qui tire vers le haut verticalement et j'ai la force gravitationnelle qui tire vers le bas. C'est les deux seules forces. Et là, ça serait tentant de faire une somme des forces en Y, mais c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Parce que n'oubliez pas qu'un pendule, c'est une portion de trajectoire circulaire. Hein, un pendule, là, ça fait une portion de cercle comme ça. Bon, ça le fait en va-et-vient comme ça, là. Mais c'est circulaire, cette affaire-là. Là. Donc, c'est pas un axe Y que ça prend. C'est un axe R' qui pointe vers le centre de la trajectoire. Donc, vers le haut, quand on est situé au point le plus bas, comme ceci. Rendu là, on fait la somme des forces en R'. MV carré sur R. En R', j'ai la tension qui est positive, mais j'ai Mg qui est négatif parce que ça pointe dans le sens contraire de l'axe R'. Égal MV carré sur R. Et là, je peux remplacer mes valeurs. T moins la masse de 0,4 fois 9,8 égale 0,4 fois la vitesse quand on est en bas. On la connaît, c'est le 1,5 qu'on nous avait donné. Là.
divisé par R, qui est le rayon de la trajectoire circulaire, mais ça, on s'entend que c'est la longueur de la corde, mon rayon, dans ce cas-ci. Tension est donc égale à 5,72 newtons. Voilà. Point B, c'est la même question, mais on veut un angle avec la verticale de 20 degrés. OK, très bien. Fait que je vais faire le schéma de ça. Donc là, on imagine qu'on a un angle. Ma bille est là. J'ai une tension comme ceci qui est inclinée, parce que ma corde est inclinée. Et la force gravitationnelle, elle, est toujours verticale vers le bas. Bon. Mon angle de 20 degrés par rapport à la verticale, je vais essayer de vous le dessiner, là. Mettons que je rallonge la corde là, sur mon schéma. Je ferais ça comme ça, puis là, on a le plafond ici. Là. Fait que là, on aurait un angle de 20 degrés comme ceci par rapport à la verticale. Mais cet angle de 20 degrés-là, je vais l'écrire, c'est un angle alterne-interne avec celui-là ici. Comme ça. OK? Et cet angle-là, c'est l'opposé par le sommet de cet angle-là. 20 degrés. OK? Bon, pourquoi je fais ça? C'est parce que quand on a des angles, il va falloir qu'on décompose nos forces. Puis on veut s'assurer de décomposer nos forces de la bonne façon. OK? Et là, ce que je vais faire, je vais effacer ça parce que je veux la place. J'ai besoin d'un axe R'. Hein, ça reste une trajectoire circulaire. Et mon axe R' est confondu avec la corde parce que ça pointe toujours vers le centre. Fait que mon axe R', dans le fond, là, je vais la dessiner par-dessus mes pointillés ici. C'est confondu avec la tension dans la corde, comme ceci. Ça, c'est mon axe R'. OK? Et donc, quand je cherche la tension ici, ben, je vais devoir faire la somme des forces en R', parce que la tension pointe en R', c'est égal à mv carré sur R. La tension dans la corde, je n'ai pas besoin de la décomposer. C'est positif, puis c'est parallèle à l'axe R', donc c'est juste T. Par contre, la force gravitationnelle, c'est elle que je devrais décomposer, parce qu'elle, elle a un angle de 20 degrés par rapport à l'axe R'. Donc, si je refais mon petit triangle là, pour savoir comment décomposer, ben, attendez, je vais le faire en bleu pour commencer, là. Mon triangle à décomposer, il est ici. En bleu, là, ça, ce que je fais là, ça serait la composante FG en X. Et celle qui m'intéresse, c'est celle en rouge ici, là. Ça, c'est FG en Y. Pas en Y, pardon, en R'. Ça, c'est la composante qui m'intéresse. Fait que là, voyez-vous, j'ai mon triangle. La hauteur de mon triangle, c'est ce qui est en rouge. La base, c'est ce qui est en bleu. Puis l'hypoténuse, c'est ce qui est en noir. Voilà ma décomposition. Donc, mon FG en R', on voit que ça pointe à contresens de l'axe R', donc ce sera négatif. Et c'est le côté qui est adjacent à l'angle de 20 degrés, donc on va utiliser MG cos de 20. Voilà. Ça, c'était la difficulté quand on a un angle. Donc, 0.4 fois 9.8 fois cos de 20 égale 0.4 fois la vitesse. Ah oui! Faut qu'on trouve la vitesse à cet angle-là. Hein, parce qu'on la connaît pas. On l'a pas trouvé avec un angle de 20 degrés. On l'a trouvé quand on avait un angle de 39,6 degrés. On est arrêté. Mais à 20 degrés, on a une vitesse. Ah oui, ok. Donc là, peut-être dû commencer par ça. Je vais faire un détour. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait exactement comment trouver la vitesse. Conservation de l'énergie. Je vais me donner de la place, là. K initial plus U initial plus le travail non conservatif égale à K final plus U final. Côté initial, c'est l'inverse, là. C'est U initial qui vaut 0. Hein. Ce que j'entends par initial, c'est quand mon pendule est vertical. Donc, quand il est vertical, j'ai pas de hauteur, mais j'ai une vitesse. J'ai pas de travail non conservatif pour la même raison. Et du côté final, j'ai à la fois une vitesse et à la fois une hauteur. Parce que là, je suis incliné à 20 degrés. Donc, je sais que j'ai une hauteur et je sais qu'il me reste la vitesse. Parce que mon pendule peut se rendre jusqu'à 39,6 degrés. Okay? Donc,
1 demi masse fois vitesse initiale au carré égale 1 demi masse fois vitesse finale au carré plus mgy finale. Je peux enlever la masse, ça me simplifie les calculs. 1 demi fois la vitesse quand le pendule est vertical, c'était 1,5. 1 demi vitesse finale quand on est incliné à 20 degrés, ça c'est mon inconnu, je ne sais pas ce que ça vaut. Plus 9,8 fois la hauteur finale quand on est incliné à 20 degrés. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà trouvé comment calculer le Y final. C'est avec ça ici. Fait que si je vous dis, ben là, on est à un angle de 20 degrés, ben parfait, on réutilise ça, puis on fait juste remplacer θ par 20 degrés. OK? C'est carrément ça qu'on doit faire ici. Donc, c'est 0,5 fois 1 moins cos de 20. On isole, vitesse finale, ça donne 1,288 mètres par seconde. Je prends cette vitesse-là et c'est ça qui va être inséré ici. 1,288 carré. Divisé par le rayon du pendule, c'est la longueur de la corde, c'est-à-dire 0,5. On isole la tension dans la corde, ça donne 5,01 Newton. Fin de cet exercice. On est rendu au C. Au C, on veut un angle égal à l'angle maximal. Donc, l'angle maximal, c'est celui qu'on avait trouvé là, au numéro 12. C'était un angle de 39,6. Et ça nous aide en fait, parce qu'on sait que quand on est incliné à 39,6, il n'y a plus de vitesse. Fait que si j'ai plus de vitesse, ben j'aurai pas d'accélération centripète. Okay? Fait que je vais quand même faire mon schéma. Ma bille est là. Là, je suis plus incliné. Comme ça. J'ai encore MG qui est comme ça. Bon. Mon axe R', il est confondu avec la corde, encore une fois. Et, vous vous souvenez de tantôt, là, en B, j'avais un angle de 20 degrés. Ben là, maintenant, j'ai un angle de 39,6 degrés. Donc, je retrouve mon angle de 39,6 degrés ici. OK? Donc, quand je vais venir faire ma somme des forces en R', qui est égale à mv carré sur R, ben là, je sais que c'est 0, parce que je sais qu'à cet angle-là, j'en ai pas de vitesse. OK? Par contre, il faut quand même que je décompose mon FG pour avoir la composante en R'. Ça, ce serait ma composante en X. Et ça, ce serait ma composante en R'. OK? Bon, donc, somme des forces en R'. T positif, pas besoin d'être décomposé. Moins mon côté en rouge, qui est mg cos de 39,6 égal à 0. Donc, T doit être égal à 0,4 fois 9,8 fois cos de 39,6. On fait ce petit calcul-là et on arrive à la réponse, 3,02 Newton. Et voilà. Numéro 15. OK, numéro 15, on a un plan incliné avec un bloc et un ressort. On dit ici que nous n'avons pas de frottement, si je me trompe pas. Sans frottement, c'est ça, exactement. Ouais, c'est rendu au numéro 16 qu'on aura un frottement. Très bien. Donc, on veut utiliser la conservation d'énergie pour trouver la constante de rappel du ressort. On sait de combien le ressort va se comprimer, on sait la distance parcourue, donc c'est bon. On va pouvoir appliquer la conservation d'énergie. Mais là, ici, je vais refaire le schéma, OK? Parce que ça va être important de comprendre que vaut mon Y initial puis que vaut mon Y final. C'est un plan incliné, mais c'est pas grave. Étant donné que c'est un problème qu'on fait par énergie, j'ai pas le choix de prendre un axe Y vertical. Faut pas l'incliner. OK. Bon. Et là, mon Y égale à 0, faisons attention. On ne fera pas n'importe quoi. On ne peut pas prendre le Y égale à 0 vis-à-vis le sol. Parce qu'on ne sait pas à quel endroit va finir le bloc par rapport au sol. Autrement dit, la longueur naturelle du ressort, on ne la connaît pas. Fait qu'on ne connaît pas les distances par rapport au sol.
On connaît juste les distances par rapport au ressort. Hein? Donc, par exemple, mon bloc, initialement, il est ici. On va supposer que ça, c'est sa hauteur initiale. On va appeler ça Y initial. Hein? Puis là, on va laisser aller le bloc. Donc, le bloc, comme vous pouvez voir sur le schéma, il va parcourir 60 cm. J'essaie de le dessiner du mieux que je peux. Il va parcourir 60 cm comme ça avant de toucher le ressort. Après ça, il touche le ressort. Mais étant donné qu'il aura accumulé une vitesse, il va continuer à avancer un petit peu, puis il va commencer à comprimer le ressort. Et on dit dans l'énoncé que la compression maximale du ressort est de 20 cm. Fait que ça veut dire que le bloc va continuer d'avancer encore pendant un autre 20 cm. Jusqu'ici. Et c'est là que le bloc va s'arrêter. OK? Donc ça, je vais décider de prendre ça, c'est mon origine. Mon Y égale à 0, ça va être mon Y final. C'est là que mon bloc termine son déplacement. Quand on laisse aller le bloc initialement, on n'a pas de vitesse initiale. Et quand le bloc a complètement comprimé le ressort, je n'ai pas non plus de vitesse. Je n'aurai pas d'énergie cinétique dans mon problème ici. Donc, à partir de là, je peux enfin faire ma conservation d'énergie. Pas de vitesse initiale, donc pas de cas initial, et pas de cas final non plus. Travail non conservatif. J'ai pas de frottement, j'ai une normale. Mais ma normale, là, vous en venez habitué, là. J'ai une normale, comme ça, mais mon bloc se déplace comme ça. Fait que l'angle entre la force normale et le déplacement, c'est 90 degrés. Donc, la normale, même si c'est une force non conservative, elle ne fera pas de travail, car l'angle entre la normale et le déplacement, c'est égal à 90. Et cos de 90, ça donne 0. Okay. Donc, il me reste mg y initial doit être égal à mg y final. Ah ben, c'est même... Ah oui, hey, ouf. J'allais commettre une erreur. Là. Je ne l'ai pas dessiné sur mon schéma, c'est pour ça. Là. À mon point final, j'ai plus de hauteur finale. Hein, j'ai pas de MGY final, parce que mon Y final vaut 0. Par contre, mon ressort est comprimé ici. Fait que si mon ressort est comprimé, mon énergie potentielle, elle est sous forme élastique. Elle est comprise dans la déformation du ressort. Donc, c'est 1/2 KE final, carré. Voilà. Failli faire une grosse erreur. Fait que ça, c'est mon équation. OK? Il n'y a rien qui s'annule. De chaque côté, il va falloir tout garder. Donc, rendu là, ben, je peux remplacer mes valeurs. Je connais la masse du bloc, c'est 2 kg fois 9,8. La hauteur initiale, là, voyez-vous, je ne l'ai pas trouvé. Je sais que mon bloc parcourt 80 cm, pardon. C'est 60 plus 20. Donc, mettons, je le dessine ici. Là. On parcourt 80 cm comme ceci. Et on sait que le plan est incliné de 30 degrés. Fait que quelle est la différence de hauteur si je parcours 80 cm sur un plan de 30 degrés? Il faut que je trouve finalement la hauteur de mon triangle ici. Et cette hauteur-là, si je la mets en mètres, là, ça serait tout simplement 0,8 fois sin de 30. Vous voyez, c'est le côté opposé à l'angle de 30. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on trouve mon Y initial ici. 0,8 fois sin de 30. Égale 1/2 fois la constante de rappel qui est mon inconnu, fois l'étirement final. Mon ressort, à la fin, il est comprimé de 20 cm. Donc, on met ça en mètres, c'est 0,2 élevé au carré. Techniquement, c'est une compression, donc il faudrait que je mette mon étirement final négatif. Mais je ne le ferai pas parce que le négatif élevé au carré va s'annuler de toute façon. Fait que je suis paresseux. J'aime ça être efficace. Je ne mettrai pas le négatif. On isole constante de rappel ici. On trouve 392 newtons
par mètre. Et c'est la réponse. Ce qui nous amène à notre dernier numéro pour notre section. Le numéro 16, qui est de reprendre le numéro 15, mais là, on a du frottement en plus. Donc, frottement cinétique, coefficient de frottement de 0.4, et on cherche la compression maximale du ressort. OK. Fait qu'il y a un petit quelque chose qui va changer, mais c'est globalement là, la même logique. Donc, je vais reprendre mon schéma. Mon bloc commence ici, à une certaine hauteur initiale que je n'ai pas encore déterminée. On va l'appeler Y initial, là, comme j'ai fait tantôt. Que je ne sais pas c'est quoi. Mon bloc, il va parcourir au moins 60 cm. Hein, ça, on le sait. Mais après ça, il va arriver sur le ressort et il va commencer à le comprimer. Mais la question, c'est de trouver la compression maximale. Fait que je ne sais pas jusqu'où il va se rendre. Fait que on va le dessiner. Mettons qu'il se rend là. Je ne sais pas c'est quoi cette valeur-là, mais je vais l'appeler EF, hein, compression finale du ressort. Okay? Puis c'est lui mon inconnu. Et ce Y final-là, c'est lui que je vais mettre égal à 0. OK? Puis ici, ben, mon ressort est comprimé au maximum. Voilà. OK? On sait, encore une fois, que ma vitesse initiale, c'est 0 et que ma vitesse finale, c'est égal à 0. Parce qu'à la compression maximale, mon ressort a immobilisé le bloc. Okay? Très bien. Donc, même logique. KI plus UI plus travail non conservatif égale à KF plus UF. Pas de KI, pas de KF, pas de travail non conservatif. Oh boy, hey, j'ai failli faire encore une grosse erreur. Ici, on a rajouté du frottement. Donc oui, j'en ai du travail non conservatif. Bien entendu, mon frottement va enlever de l'énergie. Voilà, j'essaie d'aller trop vite là. Bon. OK, là, je vais développer. Du côté initial, j'ai MGY initial. Travail non conservatif. J'ai deux forces non conservatives, donc j'aurai deux travaux. Le travail fait par le frottement cinétique et le travail fait par la normale. Bon, c'est lui qui vaut 0, là, pour la même raison que tantôt, car l'angle entre la normale et le déplacement, c'est 90 degrés. Voilà. UF, ben, du côté final, parce que j'ai mis mon Y égal à 0 vis-à-vis le Y final, ben, j'ai pas de hauteur finale, donc j'ai pas d'énergie potentielle gravitationnelle finale, mais mon ressort est comprimé à cet endroit-là, donc j'ai une énergie potentielle élastique finale. Voilà. Et mon inconnu, vous aurez compris, c'est EF. Donc, on développe. Masse de mon bloc, ça n'a pas changé, c'est encore 2 fois 9.8 fois Y initial. Ah, ben là, il se passe la même chose que tantôt. Je ne sais pas c'est quoi la hauteur initiale, mais je vais l'exprimer en fonction de mon hypoténuse. Mon déplacement total qui est ici, on s'entend, c'est 60 cm plus EF. Donc, je vais faire en mètres, là, 0.6 plus EF multiplié par sin de 30 degrés. Ben, je sais que j'ai une inclinaison de 30 degrés. Et donc, si je multiplie par sin de 30, ça va me donner le côté opposé, qui est la hauteur de mon triangle. OK? Sin de 30. C'est ça la logique ici. Donc, fois 0.6 plus EF fois sin de 30. Le travail fait par le frottement, ben là, ça va être égal à la force de frottement, c'est-à-dire μc fois la normale, fois le déplacement, qui est égal à 0.6 plus EF, fois cos de l'angle entre le frottement et le déplacement. Mon bloc se déplace vers le bas du plan incliné comme ça. Mon frottement veut s'opposer à ça. Donc, il est dans cette direction-là. Donc, l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. Voilà. OK. Égal. Une demi, constante de rappel que là, je connais, hein, c'est le 392 que j'ai utilisé, que j'ai trouvé dans le problème précédent, fois l'étirement final qui est EF carré. Bon.
J'ai encore un inconnu là-dedans, de trop, qui est la normale dans la... pas dans la corde, la normale sur le plan incliné. Ma normale, pour la trouver, je vais venir faire une somme des forces en Y, est égal à masse fois accélération en Y. Sauf que là, pour trouver la force normale, j'ai le droit de réarranger mon système d'axes. Okay? Là, mon schéma est un peu compliqué, là, donc je vais le refaire ici. Là. J'ai mon bloc qui est ici. J'ai FG comme ça. J'ai une normale comme ça. J'ai un frottement comme ça. Seulement pour évaluer la normale, j'ai le droit de prendre un axe X incliné et un axe Y incliné, lui aussi, confondu avec l'axe N. L'avantage de faire ça, c'est que je peux déclarer que quand j'ai un plan incliné, j'ai pas d'accélération verticale en Y. Fait que là, ça me laisse N moins MG cos de 30 égale à 0. Mon MG cos de 30, là, il est ici. Là. Voilà. Comme on faisait au chapitre 2. Des bons souvenirs. Voilà. OK? Donc, ça me permet de trouver ma normale qui est égale à 2 fois 9.8 fois cos de 30 qui est égale à 16.97. OK, c'est une grosse équation, pas très belle, mais on comprend que là, j'ai la normale. Je peux venir la rentrer ici. J'ai mon coefficient de frottement cinétique, c'est donné dans l'énoncé, ça vaut 0,4. Donc, le seul inconnu qui me reste, c'est EF. Là, EF, vous pourrez le faire par vous-même, là. Il va falloir l'isoler. Ce ne sera pas nécessairement facile parce que vous allez obtenir une quadratique, hein, parce que vous avez des termes qui sont en EF, et vous allez avoir un terme ici qui est en EF à la 2. OK? Fait que ce que je peux faire, je peux vous donner ma quadratique finale, là, un coup que vous développez vos parenthèses puis que vous regroupez tout ça là, en termes A, B et C pour faire une quadratique, vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça. 196 EF carré moins 3.012 EF moins 1.807 égale à 0. Ça, c'est ma quadratique. Donc là, vous faites votre moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Vous savez de quoi je parle. Vous allez donc trouver deux valeurs de EF, 0.104 ou moins 0.089. Il faut rejeter la valeur négative et prendre la valeur positive. Et ça, c'est une valeur en mètres. Donc, notre réponse, ça serait 0.104 mètres ou 10,4 cm. C'est ma réponse. Rapidement, pourquoi j'ai rejeté la valeur négative puis j'ai pris la valeur positive? Ben, c'est parce que, regardons notre schéma. Bon, là, mon schéma est vraiment barbouillé, là, mais dans le fond, mon EF, là, voyez-vous que mon EF qui est ici, je l'ai défini comme étant quelque chose de positif, en fait. Parce que mon bloc s'est déplacé de 60 cm, puis ensuite, il continue de se déplacer dans cette direction-là. Fait que si vous aviez pris un EF négatif, c'est comme si vous disiez que mon bloc, il remontait ici, puis il finissait à une position ici. T'sais? Ça serait un EF négatif, mais ça fait pas de sens. Il faut que ma distance totale parcourue soit plus grande que 60 cm, donc il faut prendre la valeur positive. C'est pour ça que c'est 10,4 cm. La bonne réponse.